Les experts atlantiques. Fatem Zahra El Bouhari. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sana Hijriya Saïda, il est 10h10 sur Atlantique Radio, comme tous les jours entre 10h et midi. Les experts atlantiques, 0522 95 36 70 ou 80, 0522 95 36 70 ou 80. Banque islamique, banque participative, c'est notre sujet aujourd'hui. Vos questions, ce sera au 0522 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Et voici nos experts. Taïeb Aïs, vous êtes expert dans l'économie, la finance et spécialiste dans l'audit. Vous êtes fondateur du cabinet Aïs. Merci d'être avec nous. Bonjour, Sana Hijriya Saïda. Merci, Sana Hijriya Saïda. Meilleurs vœux. Merci. Vous aussi. Mohamed Talal Lahlou, vous êtes expert en finance islamique. Sana Hijriya Saïda, vous aussi. Merci également à tous les auditeurs. À tous les auditeurs d'Atlantique Radio. La finance participative, les banques participatives, je vous pose la question. Qu'est-ce que les Marocains en pensent selon vous? Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste ou un peu trop pessimiste? Parce qu'il y a beaucoup de spéculation, on l'a dit hors antenne, les gens ne comprennent pas forcément cette nouveauté. De la spéculation sur la finance islamique, pas dans la Oui, effectivement, les gens, évidemment, ont beaucoup, chacun a son avis là-dessus, mais la finance islamique ne fait que commencer au Maroc. Donc, on n'a pas encore d'application. Donc, nous sommes donc à la première année de la loi. On attend encore donc les circulaires d'application, etc. En principe, à partir de l'année prochaine, on va voir les premières banques qui vont s'installer. Et à ce moment-là, donc, il y aura une pratique, et c'est au regard de cette pratique que les gens donc auront une meilleure idée sur la finance islamique. Oui, c'est une meilleure idée. Donc, il est trop tôt un peu pour juger la finance islamique au Maroc. Par contre, la finance islamique au niveau théorique, évidemment, et de par l'expérience des autres pays, on peut évidemment, on peut la juger, on peut l'utiliser. Et ce qui est bien en fait au Maroc, c'est que puisqu'on est en retard par rapport aux autres, ils vont mieux profiter effectivement de l'expérience des autres et éviter donc les erreurs des autres et profiter des bonnes pratiques des autres. Bien sûr, bien sûr. Mohamed Talal Lahlou, les Marocains sont peut-être trop optimistes. Ils pensent que c'est la baguette magique, la finance participative pour tous les problèmes liés à la banque. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes et de publics vis-à-vis de ce sujet. Le premier, c'était un public qui avait cette image et qui a assisté ou peut-être vécu le démarrage raté de l'expérience 2007-2010, ce qui fait que actuellement on a une certaine appréhension dans cette catégorie qui dit que bon finalement c'est pas, il y a rien d'innovant, c'est une réplique, sans entrer trop dans les détails pour comprendre qu'est-ce qui a fait que le démarrage était raté tant au niveau fiscal que légal que même au niveau de la volonté. Donc on a un deuxième public qui ne sait pas de quoi ça parle et qui attend de voir. Donc dans ce public on a certains qui sont sceptiques, qui disent que bon cette finance islamique elle va peut-être déstabiliser le système financier actuel, on est bien avec nos banques actuellement, etc. Un autre public qui est optimiste et qui pense que ça va dynamiser un petit peu le monde économique marocain. Et je pense que ce public représente une courte majorité, c'est-à-dire que on se dit ça va apporter un certain dynamisme, peut-être quelques dixièmes de points de croissance ou quelques points en augmentant la bancarisation, en ayant un peu plus de cash à disposition. Exactement. Qu'augmenter la bancarisation, oui. Exactement. Et ce public représente une petite majorité. C'est ce qui fait que la loi, elle est passée avec un certain consensus au Parlement, à la Chambre des conseillers. C'est ce qui fait que même au niveau de Banque El Maghreb, finalement, maintenant, on y travaille. D'ailleurs, le gouverneur a parlé de 2016 par rapport aux premières banques. On a déjà 17 demandes d'agrément de banques marocaines et étrangères pour cette activité. Donc disons que pour l'instant il y a un certain consensus sur l'entrée en application. Maintenant le comment, lui, il pose encore quelques petites divergences. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zahra El Bouhari.
Les banques islamiques, les banques participatives. Taïb Aïs, vous êtes expert dans l'économie, la finance et spécialiste dans l'audit. Vous êtes fondateur du cabinet Aïs. Mohamed Talal Hlou, vous êtes expert en finance islamique. Juste avant la page publicitaire, nous parlions de ce risque, pas de ce risque, c'est cette idée de déstabiliser les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, comment elles s'adaptent à cette nouveauté? En fait, si vous voulez, comme on a dit, donc ils sont déjà adaptés puisque Voilà. les banques conventionnelles, on va dire, vont également créer des filiales donc spécialisées dans la finance participative. En fait, la venue de ce mode de financement ne doit pas être vu comme un concurrent à la banque conventionnelle, bien au contraire comme un complément à cette banque conventionnelle. Service. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que actuellement la bancarisation au Maroc tourne autour de 50%, donc 50 à 55%. Donc il y a encore 50% qui n'est pas bancarisé. Et ce marché, en fait, c'est peut-être la banque alternative et participative qui va le créer, qui va créer un nouveau marché. Et il y a beaucoup de gens qui sont hors de la bancarisation. C'est peut-être l'occasion de les faire venir au niveau de la bancarisation. Et vous savez que lorsqu'on fait venir donc des gens, quand on bancarise des gens, donc c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'économie nationale. Évidemment, ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ça va créer un dynamisme au niveau de l'économie nationale. Donc c'est beaucoup plus un complément, c'est beaucoup plus une valeur ajoutée pour l'économie nationale qu'un concurrent commercial à d'autres banques. De toute façon, toutes les banques ont déclaré qu'ils vont créer des filiales au niveau donc de la finance participative, soit directement, soit seul, soit en partenariat avec des étrangers. Et tant mieux. Voilà, il y a aussi des étrangers. Peut-être. Là aussi, en profitant de l'expérience des pays. Évidemment, effectivement, l'objectif, effectivement, c'est de profiter des expériences des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc le Maroc est peut-être un des derniers à avoir pris ce train de la finance participative, mais il faut voir le côté positif de la chose. Et donc c'est peut-être une bonne chose. Ça va nous permettre de profiter des expériences et des bonnes expériences des différents pays qui nous ont précédés et d'éviter aussi les erreurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous organisons donc lundi et mardi prochain. Le Forum international de la finance participative. Exactement, un forum international donc sur la finance participative qui verra donc la participation de plusieurs experts au niveau international, notamment de Malaisie, puisque nous aurons la Banque centrale de Malaisie avec plusieurs banques centrales malaisiennes avec nous. Et donc, ça sera l'occasion de profiter des expériences des autres pays pour les banques marocaines, pour les cadres et pour les spécialistes marocains. Et justement, vous, ce forum a un slogan qui parle de lui-même, la finance participative, de nouvelles opportunités et une valeur ajoutée pour le Maroc. C'est exactement ce que vous venez de dire. Effectivement. C'est une valeur ajoutée pour l'économie marocaine. Nous croyons effectivement que c'est une valeur ajoutée pour l'économie marocaine, puisqu'en fait, ça va permettre de dynamiser donc cette économie et tant mieux pour permettre aussi un meilleur taux de bancarisation. Probablement, il y a eu des études qui ont été faites qui sont assez dans les années 80-90 sur le taux de personnes qui ne se bancarisent pas pour des raisons de conviction et ces taux sont loin d'être négligeables. Ce qui fait que d'emblée, à partir de l'entrée de la banque participative, on aura une hausse de la bancarisation. Bien sûr, ça sera pas brusque comme ça sera progressif. Ce sera pas en un claquement de doigts. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est la bancarisation, c'est quoi en fait? C'est le fait que des personnes qui gardent du cash dans X ou Y endroit le mettre dans un compte courant ou dans un compte d'investissement, parce que dans la banque participative, on parle pas de compte d'épargne, on parle d'un compte d'investissement, tout simplement parce que les profits sont toujours liés à la prise de risque, donc à la possibilité de perte. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est ça le plus important, parce que ce que CI justement évoqué sur la dynamisation de l'économie, des emplois, etc. Il est lié à ce second volet, en fait. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a de la bancarisation? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que
Est-ce que les banques participatives opteront plutôt pour des produits de consommation ou bien s'inséreront et assumeront leur vrai rôle qui est celui d'être participatif justement dans l'économie et donc investiront dans les divers secteurs de l'économie pour améliorer la croissance dans les différents secteurs. Donc c'est un compte d'investissement et non un compte d'épargne. C'est l'une, peut-être des principales différences. Oui, c'est une différence fondamentale dans la mesure où en finance islamique on a toujours ce principe en tête de al-ghunm bil-ghunm, c'est-à-dire nul bénéfice sans sacrifice ou prise de risque. Donc on peut pas dans une banque participative avoir un compte bloqué qui apporte un revenu certain sans risque de perte. On a un compte, donc on a deux types de comptes. On a soit le compte courant, et donc ça c'est un compte classique. C'est comme si on prêtait de l'argent à la banque, elle en fait ce qu'elle veut, et quand on le veut, on le retire. Donc ça c'est un compte classique qui n'est pas rémunéré. Ensuite, si on veut être rémunéré, on entre dans l'économie, c'est-à-dire on prête pas de la monnaie en contrepartie de notre monnaie d'un petit peu plus. Non, on donne l'autorisation à la banque d'investir dans tel ou tel secteur qu'on aura choisi, ou bien dans les secteurs qu'elle aura choisi. Ensuite, on partage les profits et ou éventuellement les pertes s'il y en a, bien sûr. On connaît le côté conservateur des banques et donc elles n'investiront qu'après une étude minutieuse des projets. Donc globalement, on dira qu'il y aura partage de profits. J'aimerais revenir sur ce compte d'investissement toujours. Vous parlez que la banque investit dans un domaine que j'ai choisi en tant que cliente ou qu'elle choisit après une étude. En théorie, on a le choix. Même si le Maroc, pour l'instant, dans la première mouture des banques participatives, s'oriente plutôt vers les produits dits commerciaux comme le Murabaha ou bien l'Ijara. Ces produits, en fait, il y a une panoplie de produits dans la finance participative et ce genre de produits qui sont justement participatifs permettent soit aux clients d'orienter la banque et de l'utiliser comme un agent pour investir dans l'immobilier ou bien pour investir dans le fer ou bien pour investir dans X secteur qu'il aura choisi. Soit, eh bien, la banque collecte le montant d'épargnants parce que la majorité des épargnants n'ont pas une idée de l'économie, comment ça se passe, et donc elle investit pour eux, et donc ensuite ils partagent les profits à un certain pourcentage qui est préconvenu. Par contre. Donc un partage qui est préconvenu. Les produits très utilisés dans la finance islamique, vous en avez parlé, la Murabaha, la Musharaka également. Nous avons cette question qui nous dit, pourriez-vous encore nous expliquer la différence entre la Murabaha et la Musharaka? Oui, en fait, il y a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs formules et modes de financement de la finance participative. Il y a le Murabaha, l'Ija, le Musharaka, le Modarabat, Salam, etc. Donc, en fait, les plus connus, c'est le Murabaha et Musharaka. En fait, le Murabaha, c'est une opération qui concerne la banque, en fait, est un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Donc la banque, en fait, il va acheter la marchandise ou le bien, il paye donc le vendeur et puis il la revend à un acheteur avec une vente, en fait, à terme. Au lieu que ce soit à comptant, ça va être à terme. Donc en fait, en gros, c'est ça. Évidemment, quand il la vend d'une façon commerciale avec une marge commerciale. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est vous voulez, donc la marge commerciale, donc c'est soit vous payez comptant un prix, soit vous payez à terme à un autre prix commercial. Voilà. Et donc c'est la principale donc là c'est le Murabaha. Par contre, le Musharaka, c'est carrément une association entre une participation. C'est une participation. Exactement, c'est la traduction. Donc c'est une participation entre entre un investisseur et un entrepreneur, donc un investisseur qui va amener à apporter son argent et peut-être aussi son expérience, et l'entrepreneur qui va apporter soit l'argent ou son travail ou les deux. Et donc il y a une participation dans les risques, dans les profits et les pertes des deux parties, et évidemment il y a un contrat qui va définir le pourcentage des uns et des autres. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zahra El Bouhari.
Les finances participatives. Aujourd'hui, deux experts. Taïeb Aïs, expert dans l'économie et la finance, fondateur du cabinet Aïs. Mohamed Talal Hlo, expert en finance islamique. Prenons Othman de Casablanca. Othman, allô? Oui, allô Lalla. Oui, bonjour. Bonjour, Sana Saïda Ijriya. Wa alaikum kamlin. Alors, j'ai une intervention qui porte sur la tarification de la marge bénéficiaire que font les banques islamiques sur des contrats commerciaux, Mourabaha entre autres. En fait, j'aimerais bien savoir, en tant que nouveau adhérent à cette finance dite participative, comment peut-on imaginer une telle tarification sans faire intervenir le taux d'intérêt qui se prend en finance islamique comme haram. C'est un questionnement plusieurs que portent les nouveaux adhérents à la finance islamique. Je ne sais pas ce que je me fais bien comprendre. Oui, non, bien c'est sûr, clair. bien Non, sûr. c'est clair. Bien sûr, c'est Alors, en fait, ce qu'il faut clarifier, c'est que on a déjà à la base deux opérations différentes. Dans la première, je me demande qu'est-ce que vous voulez dire par adhésion à la finance islamique. Est-ce que vous avez, parce qu'il n'y a pas encore de banque islamique au Maroc. On a des automatiquement, je pense à une structure qui... Oui, mais cette structure ne revendique pas le statut de banque islamique. Juste pour être clair, pour l'instant, cette structure fait de la finance alternative. Donc, c'est une finance alternative. Mais une banque islamique actuellement, avec un sharia board, avec un comité de contrôle des contrats, avec une supervision au niveau shariatique interne et externe, on n'en a pas encore. D'ailleurs, c'est toute l'actualité d'hier avec la loi de finances de 2016 qui comprend notamment le volet fiscal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat que vous avez dans cette structure, pour l'instant, il est, disons que il est en train d'être corrigé sur pas mal d'aspects. Mais dans la finance participative, vous avez une transaction qui est une vente et un achat. Et tout à l'heure, si Aïs parlait de la transaction Mourabaha, la transaction Mourabaha, on peut vite tomber dans un cadre non conforme. Donc, pour que la transaction Mourabaha soit conforme, il faut que la banque achète le bien et que la première transaction soit finalisée et donc que la banque prenne possession du bien réellement. Et une fois cette prise de possession, là, on va initier la deuxième vente sans promesse contraignante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la banque ait vendu ou fait promettre légalement à l'acheteur final qu'il va acheter un bien alors que la banque elle-même n'a pas acheté ce bien tout simplement du fait du hadith la tabi' ma laysa indak, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à vendre quelque chose qu'elle n'a pas en elle-même. Sinon, elle n'aura pris aucun risque, cette banque. Donc, qu'est-ce qui justifie le profit? Non. En fait, comme je dis souvent, pour résumer le métier de la banque participative ou la banque islamique, c'est que elle a un double métier qu'elle doit assumer pleinement. Elle fait de l'investissement et du commerce en gros. Donc, dans la partie investissement, c'est toute la partie musharaka dont a parlé Siaïs, Moudaraba et tout ce qui est agricole, Mouzara, etc. Là, on rentre à deux dans un projet. Et d'ailleurs, je peux vous montrer tout à l'heure comment ça s'applique à l'immobilier aussi. Ça peut s'appliquer à l'immobilier. Dans la transaction commerciale, eh bien, elle fait du commerce en gros, c'est-à-dire qu'elle doit entrer dans l'économie, elle doit se retrousser les manches, elle doit acheter des biens et les revendre. Le métier d'intermédiaire et d'intermédiation tel qu'on le connaît chez la banque classique, ce n'est pas le métier de la banque participative. Mais ça, disons qu'on a du mal à l'appréhender. Parce qu'aujourd'hui, la banque, elle est interdite d'activité commerciale dans la loi. Or, dans la banque islamique, on lui demande tout à fait l'inverse. Oui. On lui demande de rentrer dans l'économie, de participer dans l'économie. D'être même... Voilà. Et le taux d'intérêt, c'est quelque chose qui ne... Alors, si on peut dire que on peut tomber dans la murabaha dans une transaction non conforme, c'est-à-dire qu'on peut vendre quelque chose sans l'avoir acheté, c'est une non-conformité, mais cette non-conformité ne s'intitule pas taux d'intérêt. Et elle est non conforme, c'est-à-dire que c'est illégal ou c'est illicite ou bien c'est non conforme d'un autre point de vue. Le taux d'intérêt, c'est très spécifique. C'est quand on prête de l'argent et qu'on requiert un remboursement avec un montant supérieur à celui qu'on a prêté. Tout simplement. C'est-à-dire c'est de l'argent contre de l'argent. Il n'y a pas de marchandise qui entre en compte. Même si ça peut ressembler, ce sont deux choses tout à fait différentes. Oui.
Je peux rajouter en fait cette question en fait de tarification très très importante et aussi la marge commerciale. Évidemment, on peut toujours imaginer que cette marge commerciale correspond à un intérêt. En fait, c'est totalement différent et d'ailleurs même le Coran le dit. En fait, c'est une opération commerciale. Et l'intérêt, c'est une opération financière qui sont donc totalement différentes. Alors pour cette question en fait de la vente avec marge, il y a deux opérations. Donc Talal l'a bien souligné. Donc on a une opération d'achat, ça veut dire la banque elle achète et le bien il devient la propriété de la banque et il le revend. Donc là il y a le premier point qui est le risque. Ça veut dire la banque il prend un risque. D'accord. Donc là, et le risque justifie sa marge commerciale. Évidemment, la marge commerciale, c'est une marge commerciale qui dépend du marché. Donc il y aura évidemment un marché qui va définir. Évidemment, on ne peut pas mettre une marge commerciale trop importante, sinon ça ne passe pas au niveau du marché. On ne peut pas non plus mettre une petite marge qui ne couvre pas les risques et les charges de la banque. Donc là, c'est le premier point. Donc c'est le risque, c'est la participation au risque. Le deuxième point, c'est l'économie réelle. En fait, la banque participative se base essentiellement sur l'économie réelle. Ça veut dire que la banque doit acheter réellement le bien et il doit le revendre et non pas seulement une opération virtuelle où la banque est en dehors de cette opération économique. Le troisième point important, c'est justement la notion de l'argent. Dans l'économie participative, l'argent n'est pas considéré comme une marchandise. Dans l'économie conventionnelle, l'argent est considéré comme une marchandise qu'on peut vendre, qu'on peut louer. Et donc l'intérêt, c'est la location de l'argent. En économie, en finance et en économie participative, l'argent n'est pas une marchandise. L'argent, c'est un étalon d'échange, c'est un moyen d'échange. Et si on prend cet étalon d'échange, on le marchandise, on fausse le jeu. C'est ça en fait ce qui est important. Et donc c'est pour ça que la banque est obligée d'acheter la marchandise avant de la revendre avec une marge commerciale. Donc nous avons une question qui rejoint vraiment celle d'Atman sur Facebook. Quelle est la différence entre l'intérêt, ce qu'on appelle le riba perçu par un prêt, et le bénéfice obtenu suite à une vente comme la murabaha? Je pense que nous avons également répondu voilà, à donc la question. C'est ce que je viens de répondre. Effectivement. Donc c'est même la notion philosophique de l'argent qui est totalement différente. La perception est différente. Donc l'argent, c'est un étalon, c'est un moyen d'échange et non pas une marchandise. Il ne peut pas être une marchandise. Et dès qu'on le marchandise, qu'on le rend comme une marchandise, on fausse le jeu et on arrive à des crises comme la crise de 2008. En fait, la crise de 2008, justement, est arrivée pour les deux raisons. La première, c'est qu'on a considéré l'argent comme une marchandise on a fait de la spéculation sur l'argent. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on s'est éloigné par rapport à l'économie réelle. Et donc, on est allé vers une économie virtuelle et on a créé une bulle. Par la suite, lorsque la bulle a explosé, ça a donné lieu aux catastrophes financières et économiques et sociales qu'on a vues en 2008. Sur le monde entier d'ailleurs. Oui. Merci Atman de Casablanca. Prenons Abdullah de Casablanca aussi. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Abdullah. Joyeuse année. Très bonne année vous aussi Abdullah. Donc, si vous le permettez, je voudrais poser quelques questions concernant le rachat du crédit. Pourquoi le crédit participatif il ne permet pas le rachat d'un crédit simple, tout simplement? Oui. Oui. Alors, peut-être qu'au Maroc, il ne le permet pas, mais en tout cas, la solution existe. C'est-à-dire que on a des moyens de permettre aux clients, avec des produits exceptionnels, par contre, comme Tawarok, mais avec des moyens qui permettent de générer de la liquidité pour le client, ce qui va lui permettre de payer son premier crédit et il sera endetté vis-à-vis de l'institution financière islamique. Donc il y a des moyens qui sont exceptionnels, qui sont du domaine de comme on dit rokhsa, c'est-à-dire quand on voyage par exemple, on prie 2 au lieu de 4 parce que c'est une circonstance exceptionnelle, mais on prie pas 2 tout le temps. Oui. Donc en fait c'est ça relève du domaine de l'exception et ces moyens permettent à la personne de sortir d'une transaction purement monétaire à une transaction réelle. Et donc Abdallah? Oui, concernant maintenant au Maroc, je pense qu'il y a un seul opérateur qui permet ce genre de crédit, c'est le Muhasaba, je ne vais pas citer le nom, oui. C'est un seul. Et malheureusement, on a l'impression qu'il se pousse
vers le crédit traditionnel. Comment cela? Pour le muhasaba, quand tu fais un calcul, tu remarques que... Comment ça, il vous pousse, c'est-à-dire qu'il se rapproche? Non, pas du tout. Le muhasaba, il revient beaucoup plus cher que le crédit traditionnel. Est-ce que vous voulez dire le murabaha? Murabaha, je pense. Murabaha, oui, c'est ça, pardon. Oui. Lorsque, moi, en tant que bénéficiaire, je fais une comparaison. Oui. Et je remarque que le crédit traditionnel, elle revient beaucoup moins cher que la murabaha. Oui, en fait, et c'est fixe. C'est comme si on me pousse d'une façon, on vous dit, monsieur, prenez le crédit traditionnel. Oui. Et surtout lorsque c'est l'organisme, elle fait les deux types de crédits. Oui, d'abord, il faut préciser que Valeur aujourd'hui, il n'y a pas encore de banque participative au Maroc. Voilà. D'accord. Donc c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le murabaha peut être plus cher par rapport au crédit conventionnel pour deux raisons en général. La première, c'est pour des raisons fiscales, parce qu'en fait, la fiscalité n'est pas encore adaptée au Maroc, et j'espère que la loi de finances 2016 qui va être discutée incessamment au Parlement sera l'occasion justement de rectifier. Donc en fait, on a déjà fait des amendements, mais il reste encore des amendements à faire pour justement équilibrer les deux crédits, c'est-à-dire les crédits conventionnels et le crédit participatif. Donc là, en fait, c'est l'intervention de la fiscalité qui va pénaliser, où il y aura une double imposition au niveau de la finance participative. La deuxième, c'est que il n'y a pas encore de concurrence. Vous savez que c'est grâce à la concurrence que les prix arrivent à des prix... À des prix des avantages concurrentiels. Exactement, concurrentiels. Donc, tant qu'il n'y a pas de concurrence, d'abord, il n'y a pas encore de banque. Deuxièmement, il faut qu'il y ait plusieurs banques participatives pour que justement il y ait une concurrence, et donc les prix évidemment seront régularisés. Et puis un troisième point, je pense en fait que celui qui cherche le crédit, les formules participatives, il y a un côté éthique qui est beaucoup plus recherché que le côté purement financier. Parce que par exemple, vous pouvez avoir de la viande de bœuf qui coûte 90 dirhams et la viande de porc qui coûte 20 ou 30 dirhams, laquelle vous allez acheter? Bien sûr. On va dire qu'on nous pousse à manger la viande de porc. Voilà. C'est Abdallah. Oui, mais ça, c'est pas une question, mais plus un souhait. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que le crédit participatif, qu'est-ce qu'elle a prévu pour les faibles revenus? Alors déjà, le mot crédit, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que dans la finance participative, il n'y a pas de crédit sauf à taux zéro, c'est-à-dire le qard al-hasan. Or, ce n'est pas du tout le produit central des banques participatives, tout simplement parce que le crédit en islam, il est considéré comme étant une œuvre de bienfaisance, donc il n'y a pas de profit. Donc la banque participative, on lui demande de rentrer dans l'économie, de vendre et d'acheter, d'investir. Ouais. Donc soit elle va acheter et vous vendre, et dans ce cas, c'est une dette, c'est pas un crédit. Soit elle va participer avec vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut appliquer la musharaka à l'immobilier. Par exemple, vous avez une petite épargne de, je sais pas, 100 000 dirhams et vous voulez acheter un appartement à 1 million de dirhams. Il est tout à fait envisageable que la banque participative achète 90% de l'appartement et vous 10%. Et au fur et à mesure, vous rachetez 1%, 5%, 10% selon votre épargne. Voilà, au prix du marché, pas au prix prédéterminé. Donc, pour arriver à acquérir votre appartement petit à petit, et vous payez le loyer correspondant au pourcentage qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est une transaction participative qui n'est pas c'est pas un crédit. Voilà, et qui est tout à fait en conformité avec l'esprit de la finance participative. Déjà, le fait en fait d'avoir plusieurs modes de financement, c'est déjà une bonne chose pour tout le monde. C'est le choix. Exactement. On donne le choix aux clients et aux consommateurs, qu'ils soient revenus faibles, moyens ou élevés. Donc, quand vous avez plusieurs modes de financement, plusieurs sources de financement, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, vous savez, un des grands problèmes des petites et moyennes entreprises et des très petites
entreprises au Maroc, les TPE et les PME. Un des grands problèmes, justement, c'est le financement. Et lorsqu'on donne une nouvelle, de nouvelles formes et de nouvelles sources de financement à ces entreprises et aux particuliers, évidemment, c'est un nouveau souffle et une bouffée d'oxygène pour ces entreprises et ces particuliers. Donc là, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Très bien. Merci Abdallah de Casablanca. À 11h, presque 55 minutes, je vous rappelle nos numéros de téléphone 0522 95 36 70 ou 80. Nous resterons à Casablanca et nous prenons Abdelrahman. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Sana Saïda. Oui, vous aussi, c'est Abdelrahman. Bon, j'ai deux questions. La première question, quelle est la différence entre Ijara et le crédit leasing? Oui. Et ma deuxième question, par exemple, en cas de non-paiement d'une dette, dans le cadre d'un crédit Ijara, est-ce que la banque, elle récupère seulement son bien? Et par exemple, en cas s'il récupère son bien, il veut le vendre après, est-ce qu'il va récupérer la différence ou pas? Donc, c'est ma deuxième question. Merci Abdelrahman. Donc nous répondrons à votre première question, la différence entre Ijara et le crédit leasing, le classique. C'est vrai que la différence entre l'Ijara et le crédit leasing est moins forte que la différence entre le Murabaha ou le Musharaka avec le crédit classique. Mais il y a pas mal de différences, dont certaines qui relèvent de l'intérêt encore une fois. Par exemple, les clauses de pénalité de retard. Dans un leasing, vous avez des pénalités de retard classiques, c'est-à-dire si vous êtes en retard de paiement, vous payez du surplus et ça c'est de l'intérêt pur et dur. Dans l'Ijara, on a des clauses dissuasives. Donc soit on vous fait signer au début un engagement de donation. Donc pourquoi? Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début, il y avait carrément pas de pénalité dans la finance islamique au début. Mais on a vu que beaucoup de clients disaient bon, puisqu'il n'y a pas de pénalité, autant y aller doucement. Voilà. mais donc ça n'a pas pu fonctionner comme ça parce que les gens ne sont pas tous honnêtes. Et donc on a mis des engagements de dons, c'est-à-dire qu'on fait signer au client comme quoi s'il est en retard sans cause, parce que donc s'il est en retard comme ça de manière volontaire, sans cause précise de circonstances majeures, cas de force majeure, eh bien, il s'engage à donner tel montant à telle association. C'est pas la banque qui doit encaisser ce montant. C'est très important. Deuxième différence, c'est que qui a la responsabilité du bien? Il faut savoir que dans la jurisprudence islamique, quand vous louez quelque chose à quelqu'un, c'est un contrat de la catégorie amana. C'est-à-dire que c'est le loueur qui doit quand même supporter les charges majeures du bien. C'est-à-dire que si je loue une voiture à quelqu'un et que le moteur tombe en panne sans aucune négligence de la part du loueur, ben c'est mon objet. C'est moi qui gagne les revenus liés à cet objet, donc c'est moi qui dois supporter les risques liés à cet objet. Donc dans le leasing, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que vous prenez le bien, vous supportez tout ce qui se passe avec le bien, etc. Ensuite, on a la question de deux contrats en un, c'est-à-dire que dans beaucoup de contrats de leasing, vous avez le contrat de location et le contrat de vente éventuellement optionnel dans le même contrat des fois. Et ça, c'est pas bon parce que on est toujours entre deux contrats et la banque ne sait pas est-ce qu'il va opter pour l'option d'achat à la fin ou pas. D'ailleurs, de plus en plus n'opte pas. On a de la location de longue durée aujourd'hui qui fonctionne bien avec les entreprises. Donc, on est un peu dans de l'incertitude et l'incertitude n'est jamais très apprécié dans les contrats, surtout d'endettement. Exactement. Pas des deux parties. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a une grande ressemblance entre l'Ijara et le leasing, pour la simple raison que l'Ijara, c'est l'origine de le leasing. En fait, le leasing a été développé notamment à partir de l'Ijara. Exactement, par les anglo-saxons, parce qu'en fait, ils ont vu effectivement au niveau des banques islamiques qui existaient à l'époque, ils ont donc vu ce mode de financement et ils l'ont récupéré et c'est le leasing. Donc en fait, l'origine de leasing, c'est l'Ijara. Comme l'origine du capital risque, c'est les banques islamiques effectivement. Donc comme vous savez, les anglo-saxons, ils sont très dynamiques au niveau de l'adaptation et au niveau du business, donc et au niveau du financement. Et donc ils ont adapté un certain nombre de choses qu'ils ont vu justement au niveau des banques islamiques. Par exemple, aussi le business angels. Business Angels, en fait, c'est le Qard Hassan. Donc, c'est un entrepreneur. C'est le Musharaka. C'est le Musharaka.
Je vous en prie. C'est le Monsharaka. C'est en fait le Monsharaka Ibn Zanjan, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a un capital, et il voit un jeune qui n'a aucune garantie, et donc il l'accompagne, il le prend en charge, si on veut. il le parraine, et donc ça donne de bons résultats. Et ça existe aux États-Unis, ça existe dans le monde anglo-saxon, et l'origine c'est justement la finance islamique. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Les banques islamiques, les finances participatives, c'est notre sujet aujourd'hui avec Taïb Aïs, expert dans l'économie et la finance, fondateur du cabinet Aïs, Mohamed Talal Hlou. Vous êtes expert en finance islamique. Juste avant le point sur l'actualité, nous avions au téléphone Abdelrahman de Casablanca qui posait donc la question de la différence entre le ijara et le crédit leasing. Et puis, il pose une autre question sur le cas de non-paiement. Oui, pour le non-paiement, pour l'ijara, c'est assez simple parce que disons que le loueur peut récupérer son bien, mais il doit quand même respecter les conditions de la loi du consommateur qui fait qu'on a un moratoire, etc., etc. Mais sinon, il peut récupérer son bien, comme dans le cas de la murabaha, en cas de non-paiement, et après le moratoire, s'il y a toujours rien, on peut vendre l'hypothèque et après on répartit selon ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. C'est un cas de non-paiement. Sur Facebook, on nous pose la question dans le cas d'un retard de paiement. Qu'est-ce qui se passe? Comment la Banque islamique réagira et est-ce qu'il y aura une pénalité? On avait déjà dit pour le retard que normalement, si la pénalité va du client à la banque, c'est considéré comme étant de l'intérêt. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de faire signer au client, dans le contrat, un engagement de don à un tiers, en général à une association, ce qui fait que le client, il sait que bon, s'il est en retard sans raison valable, eh bien, il va verser une donation. Quelles sont les raisons valables d'un retard? Les raisons valables, dans le Coran, donc le usra, c'est une situation, perte d'emploi, par exemple. Perte d'emploi, extrême difficulté, la principale source de revenus. Voilà, exactement. Ça, ce sont des choses à traiter au cas par cas où l'assurance Tchakafoul peut entrer en ligne de compte, justement. C'est-à-dire pour couvrir cette petite minorité de gens à qui il arrive quelque chose et qui ne peut plus rembourser ses dettes et pas ses crédits, et donc en remboursant à leur place. Donc c'est l'esprit de la solidarité qui, à la base, a fondé cette finance. Cette idée de banque participative, c'est à chose. En fait, le problème de non-paiement dans la finance participative est réglé en amont, pas en aval. Et est réglé en amont dans la mesure où la banque ou l'institution, donc la finance participative, s'implique pour justement faire toutes les études nécessaires en amont, avant même de donner les crédits, pour s'assurer en fait qu'il y a effectivement que donc l'opération se fera dans de bonnes conditions. Donc déjà, il y a cette étude préalable. Pourquoi il doit faire une étude sérieuse? Parce qu'il n'a pas de garantie, justement. Contrairement à la banque conventionnelle, qui, quand vous avez des garanties, vous n'avez pas besoin d'une étude sérieuse. Alors là, donc déjà, il faut faire une étude sérieuse. Deuxième point, c'est qu'il y a un accompagnement. Ça veut dire en fait, puisqu'il y a cette participation dans les pertes et les profits, donc la banque s'implique justement pour accompagner, pour assurer, pour éviter justement qu'il y ait ce problème de non-paiement. Ça veut dire donc il y a un accompagnement durant toute la phase. Et puis, lorsqu'effectivement il y a une force majeure, donc lorsqu'il y a une force majeure, ça peut arriver. Il y a soit effectivement donc fanaderatun ila maïsara, ça veut dire il y a pas de pénalité. Soit il y a l'assurance également Takafoul. On pourra peut-être parler de l'assurance Takafoul, qui permet justement de mutualiser les risques entre les gens qui participent à l'assurance Takafoul. Donc vous voyez, donc il y a tout un travail qui est fait en amont pour éviter ce problème. Évidemment, quelques cas qui sont malhonnêtes, normalement il fallait les détecter au début, et puis si effectivement on arrive à ces cas-là, il y a les solutions effectivement de pénalité qui est surprise.
Exactement, et là, à ce niveau-là. Donc il y a ces pénalités qui sont orientées vers des œuvres caritatives. Donc justement, c'est pour cela qu'il y a ces indemnités, si on peut les appeler comme ça, de retard. Avant, il n'y en avait pas, vous me dites. Les banques participatives peuvent également émettre des produits d'assurance ou d'assistance, nous l'avons dit. Nous avons cette question, quelles sont les caractéristiques de ces produits? Alors, pour le produit Takaful, il faut savoir qu'il a évolué dès le début de l'expérience des banques participatives, parce qu'on s'est rendu compte que il fallait bien couvrir certains investissements très risqués, comme par exemple d'import-export. Il fallait bien venir en aide à ces gens qui ont justement ces difficultés de remboursement, qui sont devenus infirmes carrément et qui ne peuvent plus gagner de revenus, etc. Donc ce produit, en fait, c'est un produit de solidarité sociale qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelle aujourd'hui la mutuelle, mais la mutuelle à petite échelle, que le produit d'assurance classique. En fait, dans ce produit, quand déjà vous donnez la prime, vous ne la payez pas. C'est pas une transaction. On commence par un don. Donc on commence par un don. À partir de là, on a un fonds qui est constitué de ces dons. Les personnes qui ont contribué à ce fonds, en général, y mettent un agent, qui est en général la société de Takaful, qui va gérer ce fonds et qui va ne pas l'investir, par exemple, dans des marques d'alcool, comme on le voit aujourd'hui avec les assurances actuelles, ou bien dans des obligations d'État, comme on le voit aujourd'hui avec les assurances. C'est-à-dire tous les produits qui sont non conformes d'un point de vue sharia, ils vont être évités. Donc déjà, on a, au niveau de l'utilisation de l'argent, elle est assez différente. Donc, une fois qu'on investit cet argent, on peut gagner, on peut perdre. Encore une fois, dans l'esprit de la finance islamique. À partir de là, s'il y a des sinistres, on va rembourser les personnes sinistrées. S'il reste de l'argent, et là c'est la deuxième grande nouveauté, c'est que on peut redistribuer une partie de l'argent aux cotisants. Aux cotisants. Oui. Donc ils voient c'est une chaîne de solidarité. Voilà, exactement. Et la société d'assurance, elle est payée pour ses services de plusieurs manières possibles. Soit elle a un pourcentage, soit elle a un salaire, soit elle a. Donc il y a plusieurs manières de gérer ça. Et aujourd'hui, ça évolue bien dans beaucoup de pays du Golfe, en Malaisie. Les sociétés de Takaful évoluent bien. Aujourd'hui, la loi, elle est en train d'intégrer cet aspect avec la DAPS, la DPAS, qui est responsable de tout ce qui est assurantiel, qui penche un petit peu sur ces produits et qui devrait voir le jour en 2016 aussi en parallèle avec les banques participatives. C'est parce que aujourd'hui, actuellement, on a soi-disant quelques tentatives, mais un contrat de finance participative avec un contrat d'assurance classique, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc on essaie de faire évoluer l'ensemble en même temps. Et donc voilà, ce sont les principales différences avec les assurances classiques. Oui, juste effectivement. Donc en fait, la Takaful, en fait, c'est une sorte de coopérative qui permet d'offrir une garantie conjointe. Et donc en fait, le Takaful permet de mutualiser donc les risques et de répartir donc les pertes éventuelles entre l'ensemble des assurés. Donc en fait, c'est une mutuelle, c'est une mutualisation en fait des risques, et qui permet donc évidemment il y a l'assurance qui va gérer, qui va prendre la part de la gestion, et tout le reste, tout le fonds en fait, il est à la disposition des assurés. Évidemment, lorsqu'il y a un sinistre, tout le monde se solidarise avec le sinistré, et en fin d'année on fait les comptes, et ce qui reste, on passe des provisions pour les années suivantes, mais le reste, il est redistribué au niveau des assurés, ce qui fait effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça permet d'assurer les gens, mais dans un cadre d'assurer, éthique. de rassurer aussi. Et le rassurer, effectivement, dans un cadre éthique. Évidemment, le fonds, il est investi conformément au principe de la finance participative. De la charia. Donc nous avons parlé des produits proposés par la finance islamique. Le produit le plus répandu reste la murabaha. Nous avons parlé de ijara musharaka, mais il y a aussi d'autres produits. Le modaraba. Le modaraba, c'est presque comme musharaka, c'est juste que l'un des participants n'apporte pas de fonds, il apporte juste son apport en travail, son expertise, etc. En fait, la différence dans le modaraba, c'est que justement l'entrepreneur qui a
apporte son savoir-faire, qui apporte son expertise, lui, il risque son travail, son temps. Il risque le temps qu'il a passé, alors que l'investisseur, qui est Rabb el-Mal, il risque son argent. Donc en fait, si vous voulez, c'est une association entre le travail et le capital. Et en cas de bénéfice, évidemment, c'est réparti conformément donc aux apports des uns et des autres. Mais lorsqu'il y a une perte, elle est supportée par Rabb el-Mal, par l'investisseur. Pourquoi? Parce que lui, il va perdre son argent et l'entrepreneur, il va perdre son savoir-faire, il va perdre son temps. Son temps également, ça peut être plusieurs années. Exactement. Quels sont les autres produits proposés? C'est les soukouk. Les soukouk, c'est important, effectivement. Les soukouk, ce sont des produits qui sont là pour poser une alternative aux obligations. Les obligations, comme vous le savez, c'est un prêt qui est souscrit par des particuliers, par des institutionnels aussi, au niveau de la finance non intermédiaire, c'est-à-dire la finance directe, c'est-à-dire la bourse, entre autres. Et donc, ces obligations, ce sont des prêts. Alors, on a toutes sortes de prêts. On a des obligations avec coupon zéro qui coûtent moins cher au début. On a des obligations à taux fixe, à taux variable. On a énormément de types d'obligations, mais elles sont toutes basées sur un seul contrat. C'est de l'argent contre de l'argent, en plus. Donc, par contre, les soukouk, encore une fois, toujours dans l'esprit de la finance participative, on participe au profit et aux pertes, et pas juste au profit. On va, par exemple, on a un agent économique ou l'État carrément qui a un besoin de fonds. Il peut titriser l'un de ses biens. Ça, c'est dans le cadre des biens qui existent déjà, comme par exemple un immeuble ou des chemins de fer ou bien. Donc, il peut titriser une partie de ce bien, le répartir en actions et vendre ces actions. Ces parts, en fait, ces soukouk, ce sont des certificats d'investissement. Les détenteurs de ces parts, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils ont deux types de gains possibles. D'abord, s'il y a des revenus, si par exemple on a des loyers ou bien des bénéfices qui sont générés, on va toucher les bénéfices en contrepartie, enfin en proportion des parts qu'on a dans cet actif. On a aussi le gain en capital, c'est-à-dire que on peut voir notre part dans cet immeuble. À la base, l'immeuble prend de la valeur, ou bien le chemin de fer prend de la valeur, ou bien tout autre actif prend de la valeur, mais il y a aussi la possibilité, la possibilité du cas contraire. Et c'est là, en général, les soukouk sont en général adossés à des actifs plutôt défensifs, c'est-à-dire assez sûrs, comme par exemple l'immobilier, mais on peut utiliser ces soukouk aussi pour lancer des projets. Donc on a un appel à souscription. On a un projet, par exemple, d'un port ou quelque chose comme ça, qui est assez structurant, qui est grand, qui a besoin de gros montants. Et là, on va créer une société. Et cette société va être répartie en actions. Les gens auront la possibilité d'acheter ces actions. Une fois que les revenus vont commencer à rentrer dans cette société, eh bien, les souscripteurs auront ces revenus. Donc, ça pose une alternative. C'est beaucoup plus proche des actions que des obligations. Même si aujourd'hui on les structure beaucoup comme obligations, ce qui est une erreur. On les compare aux obligations, ce qui est une erreur. Elles partagent beaucoup plus de choses avec les actions qu'avec les obligations. Peut-être parmi les choses uniques qu'elles partagent avec l'obligation, c'est qu'en général il n'y a pas de droit de vote. En général, c'est limité dans le temps. C'est tout. Effectivement, donc le soukouk, c'est un outil très très puissant qui permet énormément de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des soukouk souverains et d'État et des soukouk privés. Ça veut dire en fait une société ou un privé peut lancer des soukouk sur un certain nombre d'immobilisation qui est là, ou de biens qui est là, mais aussi l'État peut le faire. Et l'État peut lancer des soukouk sur des choses qui existent déjà. Ça veut dire on a déjà un bâtiment qui existe. Mais aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il peut lancer les soukouk sur quelque chose, c'est un ouvrage qu'il veut construire. Et comme vous savez, le Maroc vient d'adopter la loi sur les PPP, la participation donc publique-privée, le partenariat public-privé, qui permet justement à l'État de financer des projets par le privé. Et les soukouk peut être une alternative qui permet justement ce financement. Et donc effectivement le soukouk, comme Talal l'a dit, donc ça permet de titriser en fait un immeuble. Ça peut être un immeuble, ça peut être un aéroport, ça peut être un port, ça peut être une route, ça peut être chemin de fer, etc. C'est énormément, c'est très très varié. Et donc les
les investisseurs donc ils vont donc acheter ces sukuk et à la fin de l'année donc on fait les comptes de l'ouvrage et les revenus de l'ouvrage, donc une partie de les revenus va revenir aux porteurs des sukuk. Évidemment, ils participent au profit et aux pertes également, encore une fois. Et donc là ça permet de faire... Dans le cas contraire aux bénéfices et dans le cas contraire aux pertes. Exactement, ce qui est logique. Ce qui est logique. Prenons un autre appel. Si vous le permettez, nous irons à Marrakech. Oussama, allô? Oussama, je pense qu'il n'est plus avec nous. Oussama? Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, Allô? excusez-moi. Bonjour, Sana Saïda. Merci à vous aussi. Voilà, j'ai une petite question, si vous permettez. Je vous en prie. Voilà, je ne sais pas si déjà la question a été posée ou traitée par Monsieur Talal, mais voilà, vous aviez dit pour que l'opération commerciale entre le client et la banque soit halal, il faut que cette dernière possède du bien avant de le vendre. Est-ce que justement cette marge bénéficiaire de la banque est contrôlée? Si oui, et par exemple, si demain j'opte pour un crédit classique pour l'achat d'une maison, par exemple, est-ce que cette marge bénéficiaire, est-ce qu'elle est pareille? Est-ce que cette marge bénéficiaire est pareille que si j'opte pour un achat d'une maison auprès d'une banque islamique? Disons que on reste dans un cadre quand même d'une économie non contrôlée et non planifiée. Donc, ce qui contrôle en fait le rôle, il faut savoir que le rôle de l'État si vous voulez, on va revenir un peu plus en arrière et un peu plus globalement que la finance islamique. Dans l'économie islamique, le rôle de l'État, c'est pas un rôle de contrôleur ou de gestionnaire, non. C'est un rôle de superviseur et de facilitateur. Donc, il doit jeter les bases d'une concurrence loyale et efficace. Donc il doit combattre le monopole caché et le monopole affiché. Il doit permettre aux concurrents d'exercer librement, et à partir de là, c'est pas un contrôleur qui va contrôler le prix, c'est plutôt la concurrence, le jeu de la concurrence loyale et efficace qui va faire baisser les prix à leur niveau, j'allais dire normal, qui fait que, parce qu'au final le principal gagnant de la concurrence, ça reste le consommateur, et donc là où il y a un monopole, c'est pas bon pour le consommateur. Donc contrôler, disons qu'on n'est pas dans un cadre d'une économie contrôlée dans l'esprit de la finance islamique. C'est Oussama? En fait, on a déjà répondu à cette question. Donc, on a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est le marché qui régularise. Et ce qui est interdit aussi parmi les interdictions de la finance participative, c'est l'ihtikar. C'est-à-dire, en fait, le monopole. Le monopole donne quelle compétitivité? Évidemment, quand vous avez un monopole, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais lorsqu'il y a plusieurs institutions qui proposent donc la finance participative, vous avez le choix. Évidemment, le marché va faire la régulation donc des marges. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zara El-Bouhari. Taïb Aïs, expert dans l'économie et la finance, fondateur du cabinet Aïs, Mohamed Talal Hlo, expert en finance islamique pour les banques islamiques, les banques participatives. Nous avons donc fait peut-être le tour des produits les plus utilisés, les plus proposés par les finances alternatives. Mais la question est, quel est le cadre institutionnel de ces banques? Voilà, justement, c'est une question pertinente parce que le cadre est très très important. Comme vous le savez, donc le Maroc a pris le train un peu en retard, mais c'est tant mieux parce qu'il va pouvoir... Mieux vaut tard que jamais. Exactement, mieux vaut tard que jamais. Il va pouvoir en fait bénéficier des expériences des autres pays qui nous ont précédés, puisque nous avons 40 années d'expérience qu'on peut utiliser et qu'on peut benchmarker justement pour arriver à de bons modèles. Et alhamdoulilah, le Maroc a réussi à avoir un très très bon modèle. La première nouveauté déjà dans le modèle marocain, c'est que on a appelé la finance participative et non pas la finance islamique. Donc ce n'est pas des banques islamiques, mais c'est des banques participatives. Et je pense que l'appellation est très bien adaptée, puisqu'effectivement c'est des banques participatives. La deuxième chose, c'est que nous avons un cadre
institutionnel qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que nous avons donc une loi sur la banque, et encore une fois, parmi justement les spécificités du modèle marocain, c'est que nous n'avons pas une banque et une loi spéciale aux banques participatives, mais nous avons une seule loi qui comprend aussi bien les banques conventionnelles que les banques participatives. Et donc, les chapitres qui concernent la banque participative ont été insérés dans le titre 3 de la loi bancaire. Donc, il y a la loi bancaire 103/12, la loi bancaire numéro 103/12, qui comprend les deux banques. Donc, et puis, il y a la Banque du Maroc, Banque El Maghrib, qui va piloter les deux types de banques, effectivement. Donc, ça veut dire que nous avons une unicité de contrôle déjà de Banque El Maghrib, et nous avons une même loi qui regroupe les deux types de banques. Nous avons une autre loi qui est antérieure, c'est la loi sur les Sukuk. C'est la loi donc 119/12 qui prévoit justement les Sukuk. Nous avons un projet de loi, la loi 59/13, qui est encore un projet sur les assurances Takafoul. Et il faudrait travailler sur une autre loi sur le marché banque participative, puisque effectivement ces banques, ils auront besoin de se financer, de se refinancer, oui. Donc de se prêter entre elles. Donc ça sera bien qu'il y ait un marché banque participative. Et puis, il y a une autre nouveauté au niveau du contrôle, peut-être on y reviendra tout à l'heure, c'est que dans les autres pays, la plupart des autres pays, le Sharia Board, c'est le comité de contrôle de Sharia, dépend de chaque banque. Ça veut dire chaque banque va mettre en place un comité propre à la banque. Oui. Évidemment, quand vous mettez un comité propre à la banque qui est payé par la banque, il aura tendance à faire des concessions par rapport à la banque. Le modèle marocain a prévu un modèle qui est très très intéressant, puisqu'en fait le comité de Sharia est totalement indépendant de toutes les banques, et il dépend directement du Conseil supérieur des Ulama. Exactement. D'accord. Donc c'est qui est un conseil donc très très ancien au Maroc, et qui dépend directement de Amir al-Mouminin. Et donc ce comité là, qui dépend donc du Conseil supérieur de l'Ulama, va statuer sur l'ensemble des questions qui concernent les contrats des banques participatives, les Sukuk, les Takafoul, etc. Voilà donc un peu le cadre institutionnel qui est important à connaître. Exactement. Donc la question que l'on se pose également, c'est le contrôle. Ce sont plusieurs institutions qui participent à ces finances participatives. Le contrôle. Alors, avant de passer au contrôle, j'ajouterais que pour tout ce qui est traitement monétaire quotidien, la loi a institué un fonds de cotisation qui va à travers lequel on aura des avances aux institutions financières islamiques qui seront en besoin, et celles qui sont en excédent, de toute façon les banques doivent cotiser à ce fonds. Ce fonds est censé ne pas avoir d'activité liée aux intérêts, donc il sera là pour assister les banques en cas de détresse éventuelle. Ça peut arriver. Concernant le contrôle, on a la loi elle a institué un poste auprès de chaque banque, qui est celui du contrôleur interne, Sharia, en plus de tout ce qui est contrôle comptable, etc. Donc ce contrôleur interne est chargé de vérifier la conformité des pratiques et des contrats et des revenus de la banque participative au guide qui sera, encore une fois comme spécifié par la loi, émis par le Conseil supérieur des Ulama à destination de ces banques participatives. Et donc on aura une conformité. Ensuite, la loi impose à ces institutions de mettre en place et de rédiger un rapport annuel qui remontera au Conseil supérieur des Ulama, qui seront chargés de valider cette conformité. Après donc la validation interne, on aura la validation externe des comptes et des activités de ces banques participatives. Mais encore une fois, le modèle d'avoir un seul comité, comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc le principal avantage, c'est que on n'aura pas de
compétition des avis chariatiques, si vous voulez, ou des fatwas. Donc on n'aura pas de compétition au moins 10 ans, au plus laxiste, etc., comme on a observé dans certains pays du Golfe. L'inconvénient, c'est qu'il y a un seul avis, donc il n'y a pas le choix. Et donc là, on a quand même une certaine stabilité du niveau contrôle et du niveau institutionnel pour ces institutions. Et il y aura aussi le contrôle de Banque al Maghreb, bien sûr, vu que ce sont des institutions qui sont quand même et qui restent financières. Voilà. Donc le contrôle, mais c'est également en cas de litige entre un client et une banque. Bah, écoutez, de toute façon, on est dans le domaine commercial, donc ce seront les tribunaux de commerce qui seront. C'est-à-dire, on va pas sortir du code du consommateur, de la loi du consommateur, protection du consommateur et de tous les cadres existants. Au contraire, on va bénéficier de ces cadres existants. C'est juste qu'on va apporter de nouvelles formules de financement. Qui permettront à tous ces gens-là de se bancariser. Très bien. En fait, tout ce qui concerne le droit commun, donc c'est le droit commun qui sera appliqué. Et donc, comme je l'avais dit, même au niveau de la loi bancaire, c'est la même loi bancaire. Ça veut dire en fait que la banque participative applique les mêmes règles que n'importe quelle autre banque conventionnelle, à part le titre 3 qui spécifie les formes et les modes de financement de la banque participative. Tout le reste, ça va être, c'est du droit commun, et donc c'est le code de commerce, c'est la loi bancaire, exactement, c'est le tribunal de commerce qui vont statuer à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui concerne donc le charia, l'application en fait stricte de la charia, c'est le comité de la charia, donc qui dépend du Conseil supérieur de l'ulama, qui va s'en occuper, qui va donc émettre ses avis, et ces avis ils sont effectivement respectés par l'ensemble des banques. Juste pour rappel, ce comité, donc il y a, si vous voulez, un coordinateur du comité de la charia, il y a 9 savants de la charia, des ulama, et il y a 5 experts permanents qui seront choisis parmi les personnes qui auront une compétence, une expertise dans le domaine. Donc voilà un peu le comité, et évidemment il va se prononcer sur l'ensemble des points qui concernent la charia, aussi bien au niveau de la conformité des produits financiers, au niveau de la conformité des opérations des sokok ou de takafoul, etc. Donc, etc. Tout ce qui concerne en fait les points techniques de la charia. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, et cette question de Asma, je sais que vous l'avez déjà expliqué. Elle nous dit, mais quelle est encore la différence entre la murabaha et le crédit classique? J'ai toujours du mal à saisir. Nous avons déjà répondu à les questions, mais... Oui, je pense qu'on l'a fait 2 fois. Mais on peut rappeler rapidement. Écoutez, la murabaha, c'est une transaction qui est basée sur du commerce. On achète et on vend des marchandises. Le crédit, c'est une transaction qui est basée sur de l'argent. On achète et on vend, on loue de l'argent. À partir de là, tout est différent. Et même si le taux est exactement le même, tout est différent en amont, c'est-à-dire le montage de la transaction, les produits impliqués dans la transaction, et surtout le fait que dans une murabaha en bonne et due forme, la banque est appelée à acheter le produit, à se l'approprier, à supporter le risque lié à ce produit, à supporter le risque de ne pas le vendre. Et là, à partir de là, elle peut entamer la deuxième vente, et durant toute cette période, c'est elle qui assume le risque. Après, les taux, comme on a dit, c'est la concurrence qui les fixe. Donc, même si c'est exactement le même taux que le crédit, ça n'a strictement rien à voir en termes de montage de la transaction. Vous pouvez avoir 2 magasins côte à côte, l'un qui vend je sais pas, du shampoing et l'autre qui vend de l'alcool. Même s'ils ont exactement la même marge bénéficiaire, ça n'a strictement rien à voir en termes d'activité. Donc c'est la principale différence. C'était Baïs, reparlons de votre forum international. Vous l'organisez le 19 et le 20, lundi, mardi prochain. Oui. La finance participative, c'est donc de nouvelles opportunités et une valeur ajoutée pour le Maroc. Oui, effectivement. Donc c'est un forum en fait que nous voulons qu'il soit donc annuel, une rencontre annuelle, pour faire le point sur la finance participative au Maroc. Nous avons donc cette première édition, donc nous l'avons faite avec
nos partenaires de Malaisie. Donc, il y aura la Banque centrale de Malaisie. Il y aura plusieurs banques et institutions financières donc de Malaisie. Donc, nous avons invité plusieurs savants, plusieurs experts de la Malaisie, mais aussi du reste du monde, du Golfe, d'Europe aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est du Maroc, évidemment, bien sûr. L'idée, c'est un peu de faire le point sur l'avancée de cette finance participative et de profiter, en fait, de faire profiter les banques, les spécialistes marocains, les cadres, les jeunes, les étudiants aussi. Il y aura beaucoup d'étudiants aussi. De les faire profiter de ces expériences de grandes institutions financières donc participatives au niveau international et donc de créer donc un espace de discussion entre les différents experts donc internationaux et les experts marocains. Nous avons également un invité de marque, c'est Son Altesse Royale le Sultan Nasrin Mouizzuddin Shah, qui est le sultan de l'État de Perak Dar Redouane et le patron royal de la Malaysia's Islamic Finance Initiative. Donc en fait, c'est un honneur en fait d'accueillir cette grande personnalité et qui s'intéresse beaucoup à la finance participative. Et vous savez que la Malaisie est très très en avance par rapport au reste du monde sur la finance participative. Vous avez, si vous voulez, la Malaisie qui a beaucoup travaillé sur la finance participative, qui a développé énormément, qui a beaucoup fait travailler sur l'ijtihad au niveau donc des instruments de finance participative au niveau international et qui est actuellement reconnu au niveau de la finance internationale. Nous avons un partenaire, notre partenaire en fait malaisien, c'est le groupe Amani, qui est un groupe international, qui est pratiquement le premier au niveau international sur tout ce qui concerne le conseil et de la finance participative. Et donc, il est notre partenaire également dans ce forum. Et parmi donc les thèmes de ce forum, la finance participative au Maroc, un catalyseur de changement, nous en avons parlé au début de l'émission pour que la boucle soit bouclée. Comment les finances participatives pourraient être un catalyseur de changement? Il faut garder en tête que la finance participative, elle est là pour d'abord permettre à beaucoup de gens de trouver des modes de financement conformes à leurs convictions. Donc on aura un certain nombre de personnes qui pourront rentrer dans la boucle financière, dans le cadre bancaire à travers leurs dépôts, à travers leurs investissements, à travers leurs achats. Et donc on aura normalement petit à petit de plus en plus de bancarisation. Avec cet argent, avec ces nouveaux flux, on aura davantage d'investissements, on aura davantage d'opportunités. Et donc, il y a beaucoup de raisons qui feront que l'économie aura un nouveau souffle. Et surtout, aujourd'hui, le Maroc qui cherche à se positionner comme un hub de la finance africaine, c'est inenvisageable d'être un hub si on n'a pas cette offre très importante. Et moi, ce que je dis, c'est même plus que ça. Enfin, c'est un peu d'ambition, mais ça reste dans le cadre du réalisable. C'est-à-dire que le Maroc, étant arrivé dernier, a l'opportunité de profiter de toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé, de ne pas reproduire des expériences passées qui ont cantonné la finance islamique à la murabaha. Voilà, exactement. Et donc de produire un modèle qui sera marocain et qui sera benchmark pour le reste du monde. Et ça, c'est une opportunité très importante. Donc, ne serait-ce que nous avons dit que pour permettre un meilleur taux de bancarisation également, c'est ce qu'on attend également des banques islamiques. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, pas en un claquement de doigts, mais ça pourrait aider à un meilleur taux de bancarisation. Tout à fait. Oui, c'est sûr. En fait, on s'attend justement à ce qu'il y ait un plus au niveau de la bancarisation, des pourcentages qui pourraient être de 10 à 15%, voire même 20%, donc de bancarisation, donc de nouvelles bancarisations, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'économie nationale. Et évidemment, au niveau de cette finance au Maroc, nous avons aussi l'aspect africain qui est très très important. Et donc le Maroc justement se positionne comme un hub pour justement cette finance participative en Afrique. Et comme vous le savez, il y a plusieurs pays africains qui commencent à s'intéresser à la finance participative. Et le Maroc pourrait être justement un leader, une locomotive de la finance participative en Afrique. Très bien, donc un catalyseur de changement, un tremplin pour l'économie marocaine. Taïeb Baïs, vous êtes
êtes expert en économie et en finance. Vous êtes fondateur du cabinet AIS. Vous organisez donc le Forum international de la finance participative à Casablanca lundi et mardi prochain. Merci d'avoir été notre expert. Merci, marhaba bikoum, donc lundi et mardi, Inch'Allah. Inch'Allah. Mohamed Talal Lahlou, vous êtes expert en finance islamique. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions dans les experts atlantiques. À midi, retrouvez Zineb Géoudi. Excellente journée. Très bonne année Hijriya. Très bonne journée également sur Atlantique Radio.